Salut tout le monde, c'est Julien Ponce et voici un nouveau carnet du geek sur le sujet du GPU processing, prononcé en français. Donc en gros le calcul avec des cartes graphiques, c'est un vaste sujet et je vais le centrer sur un truc qui semble pas mal vous intéresser si j'en déduis un peu, je déduis ça d'après les messages que je reçois sur ma page Facebook officielle. Et puis il faut avouer que niveau documentation c'est pas non plus très clair. Et donc on va centrer ça sur les applications Adobe puisque c'est quand même un sujet qui peut prendre plein de variantes en termes de, ça peut aider la science, c'est utilisé dans les laboratoires, c'est utilisé par tout un tas d'applications en général quand même plutôt sur le domaine scientifique et en infographie. Et donc c'est plutôt le truc qui va nous intéresser nous. Et c'est une technologie qui a été qui prend, on va dire, plusieurs aspects, dont deux que l'on va retenir principalement, puisque c'est ce qui est utilisé dans les applications Adobe, dans le Creative Cloud. On va parler de deux choses, on va parler de OpenCL et on va parler de CUDA. Et on va parler, en plus de ça, de qu'est-ce qui se passe quand on met plusieurs cartes graphiques. Parce qu'avec une carte graphique, on peut lui faire des calculs. On peut dire à une carte graphique de faire un certain nombre de calculs. Évidemment, vous savez que c'est utilisé dans l'affichage. Ne serait-ce que l'affichage 2D du bureau, c'est déjà une forme d'accélération matérielle par la carte graphique. Et puis vous savez évidemment que c'est utilisé en 3D pour les jeux vidéo. C'est quand même le domaine, on va dire, le domaine principal pour lequel on connaît le rôle d'une carte graphique. Quand on pense à une carte graphique, on se dit tiens, c'est pour jouer. En réalité, oui, évidemment, mais c'est aussi une application, on va dire, un petit peu plus professionnelle, quoi. Alors, déjà, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire essayer de définir ce que c'est que le GPU processing. Ça veut dire, en gros, déléguer une partie des calculs que jusqu'à maintenant on faisait faire par le CPU, c'est-à-dire le processeur, le faire par la carte graphique. Et pour adresser cette carte graphique, pour lui envoyer des calculs, il faut utiliser un langage, et il faut utiliser une certaine norme, ce qu'on appelle une API, donc une bibliothèque de fonctions, de trucs prêts à l'emploi, d'outils prêts à l'emploi si vous préférez, pour dire à une carte graphique de calculer quelque chose. Et c'est souvent, vu de par l'architecture d'une carte graphique, c'est souvent des calculs lancés en parallèle, donc beaucoup de choses qui sont à calculer en parallèle en même temps. Et il y a donc deux langages. Alors c'est basé plus ou moins sur le langage C, mais on va dire qu'il y a CUDA, qui est l'architecture, qui est en gros l'API qui a été développée par Nvidia et qui ne marche que sur les GPU Nvidia, et ça va falloir qu'on vraiment délimite les choses. CUDA égale Nvidia. Vous ne pouvez pas utiliser CUDA sur une carte AMD, ni sur une carte Intel, ou je sais pas quoi d'autre on pourrait avoir, mais bon, de nos jours, c'est essentiellement Nvidia, AMD ou Intel. Il y en a ensuite un autre, qui est OpenCL, qui est évidemment basé sur, qui est dérivé d'OpenGL, qui est mis au point par un consortium qui s'appelle Khronos, mais qui originellement a été fondé et créé par Apple, pour accélérer l'interface d'OS X, et qui a depuis qui a été utilisé pour d'autres applications. L'avantage d'OpenCL, c'est que c'est utilisable partout. C'est-à-dire par AMD, donc les cartes AMD peuvent faire de l'OpenCL, on peut dialoguer, on va dire, envoyer des calculs via OpenCL à une carte AMD, on peut aussi le faire sur une carte Nvidia, et on peut aussi le faire sur une carte Intel. Et on peut aussi le faire, et c'est là que il y a vraiment un truc radicalement différent avec CUDA, c'est qu'OpenCL est aussi en fait utilisable par le CPU, c'est-à-dire que, on va dire, peu importe finalement le device, le périphérique, peu importe l'unité de calcul, OpenCL est une bibliothèque pour faire des calculs parallèles qui s'accommode très bien en fait du différentes architectures. Donc ça peut être balancé sur du GPU, sur une carte graphique, comme ça peut être balancé sur un CPU. Bon, en réalité, c'est surtout pour le calcul parallèle, c'est surtout puissant quand il y a beaucoup de streams sur le GPU, sur la carte graphique. Donc ça veut dire en gros, CUDA c'est que du Nvidia, donc au moins c'est facile, et OpenCL ça peut être chez Nvidia, chez AMD et sur les CPU, donc là aussi AMD et Intel. Historiquement, jusqu'à aujourd'hui plus ou moins, les cartes Nvidia étaient très performantes en CUDA, et forcément puisque c'est le truc de la maison, et peu performantes ou relativement peu performantes par rapport au prix, par rapport à la consommation énergétique, peu performantes en OpenCL. Et c'était plutôt le truc d'AMD, le cheval de bataille d'AMD, de dire bah nous sur les Radeon, les 79-70 par exemple, la génération précédente, étaient très utilisés pour par exemple faire du minage de Bitcoin qui est donc qui repose donc sur de l'OpenCL et du GPU processing.
Sauf qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, bon, les choses ont un petit peu changé, puisque l'arrivée de la nouvelle architecture Nvidia avec la 970 et la 980 GTX, bah, le petit coup dur pour AMD, même par rapport à son dernier chipset Hawaii, donc les R9 290X, ben en fait les 970 GTX au même prix va en fait faire mieux en OpenCL qu'une R9 290X, et puis évidemment comme elle a CUDA en plus, puisque c'est Nvidia donc ils ont quand même leur truc à eux, elle est aussi très performante en CUDA avec un grand nombre de corps CUDA. Alors maintenant là vous devriez avoir au moins une question, c'est de dire bon, cette technologie c'est disponible comment chez Adobe? Comment ça se transcrit? Qu'est-ce qui est OpenCL? Qu'est-ce qui est CUDA? À quoi ça sert? Alors ça dépend des applications. On va tout de suite prendre Photoshop par exemple, que j'ai affiché ici. Si vous allez dans les préférences et que vous mettez performance, vous vous rendez compte que ici il va y avoir le Advanced Settings et qu'on va avoir un petit bouton qui s'appelle Use OpenCL. Alors Use OpenCL si on le prononce en anglais. Donc utiliser OpenCL, est-ce que c'est utilisé tout le temps? C'est-à-dire en gros si je fais n'importe quoi, si par exemple je peins avec une image, sur une image vide, je peins avec mon pinceau là, est-ce que ça utilise OpenCL? Donc ça n'utilise pas OpenCL. Ce qui va utiliser OpenCL, c'est juste pour l'instant un certain nombre de filtres, et ils sont assez restreints, faut quand même l'avouer. Les filtres qui sont compatibles OpenCL, à ma connaissance, c'est les filtres de blur qui sont les nouveaux filtres de flou qui ont été introduits avec le Creative Cloud et un peu plus avant avec CS6. Donc par exemple le Iris Blur, le Tilt Blur, et puis nouveau dans CC 2014, le Pass Blur, etc. Donc là quand je vais faire, alors évidemment je suis en train de faire un blur sur un truc qui est vide, donc c'est pas non plus hyper intelligent. Donc on va faire un petit dégradé de couleur, ça va être probablement très moche, mais c'est juste histoire qu'il se passe quelque chose à l'image. Hop, on va faire notre petit dégradé, et puis on va envoyer, on va faire un truc, attention, ça va piquer les yeux. On va aller chercher le filtre, le blur, galerie, et on va chercher par exemple le spin blur. Et donc ici, ben, quand je vais augmenter, vous voyez la force, mon angle, le résultat est quasi, c'est pas quasi, là il est en temps réel. C'est vraiment très rapide. Si là je redémarre en désactivant OpenCL, alors j'ai quand même un hexacore là sur lequel j'enregistre, donc ça devrait pas trop ramer, mais clairement il va se passer quelque chose. Pour vous le prouver, on va voir le avant et le après quand on a OpenCL. Regardez ce qui va se passer, je vais revenir à l'image de base. Donc on va quitter ce truc là, on va revenir à notre image de base. Alors évidemment comme j'ai rien fait dessus, on peut pas revenir puisque j'ai même pas sauvegardé, donc hop c'est pas grave, on prend le pot de peinture, on va peindre en blanc, et regardez en bas j'ai mis... Alors ça c'est une image qui fait 15 000 par 15 000, donc c'est énorme. Si vous regardez en bas, j'ai mis le timing, ça veut dire en gros le temps qu'il faut pour calculer une opération. Là par exemple, ce coup de pot de peinture a mis 4 secondes à être affiché. Si je vais dans filtre et que je vais faire ajout de bruit, je vais ajouter un bruit de 400%. Alors là, évidemment, c'est allé tellement vite que ça a été instantané. Bon, je vais peut-être perdre un peu de performance parce que je suis en train d'enregistrer dans Open Broadcaster, comme vous le voyez. Maintenant, on va chercher un filtre qui est aussi accéléré OpenCL, qui est en fait la netteté optimisée, le Smart Sharpen en anglais. Et on va faire un Smart Sharpen, on va mettre le preset par défaut, donc 200%, 1 pixel, 10%, et on va cliquer sur OK. Et on va le laisser calculer. Alors normalement j'ai quasiment 3-4 secondes, et là comme il y a Open Broadcaster qui tourne, j'ai l'impression que ça le fait ramer, donc on a fait 9 secondes, voilà, 10 secondes pour faire le Smart Sharpen. Regardez maintenant ce qu'on va faire. On va aller chercher les performances, on va désactiver OpenCL. Ok, on quitte Photoshop, donc malheureusement il faut quitter, et on va le relancer. Donc j'ai Photoshop CC 2014, donc la dernière release. Hop, alors, il a pas enregistré la position des fenêtres, parce que j'ai ma petite webcam là à côté, donc il va pas être content. Hop là, on va faire ça, histoire que tout le monde puisse voir. Donc un nouveau document de 15 000 par 15 000. Un nouveau ajout de bruit, donc c'est exactement pareil. Nouvel ajout de bruit, pouf, voilà, tranquille. Et maintenant, on va aller chercher filtre, Sharpen, Smart Sharpen. Et pour vous prouver que je triche pas, je vais recliquer sur le preset par défaut, et je clique sur OK. On va le laisser bosser, et là, ben vous voyez que déjà la barre de progression c'est quand même beaucoup moins rapide. Alors je sais pas combien de temps ça va mettre, mais ça va clairement pas mettre 10 secondes. On va finir à 40 secondes ou un truc du genre. Donc vous avez là une illustration d'un truc qui est accéléré OpenCL. C'est-à-dire là c'est pas le CPU qui bosse. Alors là en ce moment-là tout de suite oui c'est le CPU, mais normalement quand OpenCL est activé c'est pas le CPU qui bosse, c'est pas le processeur,
c'est la carte graphique. Ici j'ai une GeForce 770 GTX, qui est plutôt performante avec CUDA, mais relativement peu avec OpenCL. Son score OpenCL, quand on fait un coup de Luxmark, ça va être du 1300 dans la salle par défaut, là, la scène par défaut. Une R9 290X, j'en ai eu une entre les mains il y a pas longtemps, elle va faire un score de 2700. Bon, alors après, c'est une GeForce 770 GTX, c'est en ce moment 270 €, à peu près. Une R9 290, pas X du coup, une R9 290 normale, c'est 350 €, donc il y a un petit écart. Il y a quand même un score qui est vraiment important. On passe de 1300 à 2700, c'est le double quoi. Et pourtant il n'y a pas le double de prix, donc c'est bien la preuve que l'architecture Hawaii, la R9 chez AMD est très performante en OpenCL. Maintenant vous êtes en train de me dire, du coup CUDA dans Photoshop, est-ce que ça sert à quelque chose? La réponse est non. Photoshop n'utilise pas CUDA, comme ça au moins poum, le débat est clos. Ça veut dire que vous pouvez avoir une GeForce 780 Ti, je sais pas, enfin un truc bien balèze, avec 2000 corps CUDA ou une Titan par exemple, ben non, clairement ça va pas taper dans les corps CUDA. Et une Titan en OpenCL, elle se fait battre sans problème par une R9 290X, et elle se fait même battre maintenant par la nouvelle 970 GTX, qui est évidemment positionnée niveau tarifaire beaucoup plus agressif. Donc voilà, on a mis 114 secondes. Comparé aux 10 secondes de tout à l'heure, ça fait un facteur donc de 11. Ça va beaucoup plus vite. Ça va 11 fois plus vite quand on utilise OpenCL dans Photoshop pour les trucs qui sont compatibles. Il y a les flous, le Smart Sharpen, le noise et je sais pas trop d'autres trucs probablement, mais c'est assez peu documenté. Je suis allé dans l'aide, je suis allé traîner dans Photoshop pour voir un peu ce qui était accéléré OpenCL. Et clairement pas grand chose. C'est amené à évoluer parce que clairement, par exemple, les flous au début ils l'étaient pas non plus. Le Smart Sharpen, je crois que c'est une nouveauté aussi qui soit accéléré OpenCL, donc tout ça c'est des trucs qui sont en train d'être mis en place. Donc pour Photoshop, ok, quelques trucs OpenCL, et les quelques trucs qui sont OpenCL, ça va vraiment plus vite. Maintenant, plus compliqué, After Effects. After Effects, lui, par contre, ne fait que dalle avec OpenCL, c'est juste pas compliqué, on ne fait rien avec OpenCL dans After Effects. Par contre, si vous utilisez des plugins tels que ceux de Video Copilot, comme par exemple Element 3D, qui vient d'ailleurs de passer en version 2, et qui est plutôt sympa, c'est intégralement basé sur OpenGL. Ça veut dire que c'est la bibliothèque OpenGL driver qui est de la couche du système d'exploitation qui est utilisée, donc suivant votre système d'exploitation, ça va être OpenGL, je sais pas, 4.2, 4.3, enfin 4.4, et c'est pas forcément, c'est pas du OpenCL, c'est pas la même bibliothèque. C'est d'ailleurs OpenGL qui est utilisé pour les jeux, comparé à DirectX évidemment, mais pas mal de jeux sont aussi en OpenGL, donc c'est pas spécifiquement OpenCL. Donc du coup, dans After Effects, on s'en sert pas. Par contre, After Effects est compatible CUDA, et il est compatible CUDA dans un cas de figure, qui est quand vous utilisez le moteur de rendu en ray tracing. C'est-à-dire en gros, on va créer une nouvelle composition, et ici on voit que dans les paramètres avancés, on a 3D classique, et le 3D avec lancer de rayons. Alors le truc c'est que quand vous êtes en lancer de rayons, ça sert à extruder des calques de typo, à faire des éclairages en lancer de rayons, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas possibles quand le lancer de rayon est activé. Les modes de fusion, les caches par approche, donc les trackmattes, les styles de calque, les masques et effets sur les calques pixelisés en continu, enfin bref, en gros des trucs qu'on utilise tout le temps en motion design en fait. Donc c'est en gros quand vous avez envie de faire de la typo 3D, ok, vous faites du ray tracing, mais pour l'instant c'est très contraignant. On n'utilise pas vraiment le ray tracing pour grand chose dans After Effects, pour être honnête. Quand vous faites du élément, ou quand vous faites du particular, du optical flare, du Twitch ou n'importe quel plugin, ça n'utilise pas du tout le moteur en lancer de rayon d'After Effects, ça utilise le truc en 3D classique. Du coup, pendant ce temps-là, vos corps CUDA de votre carte graphique à 600 €, en gros, ils foutent pas grand-chose. Donc After Effects c'est très particulier, c'est uniquement CUDA et c'est uniquement pour le lancer de rayon en ray tracing. Je vais y arriver. Hop, il nous reste du coup le couple Adobe Media Encoder et Premiere. Donc vous voyez ici que quand je vais dans le système de rendu, si je rends quelque chose avec un Media Encoder, il va être ici accéléré CUDA, puisque j'ai une GeForce 770 GTX. J'espère que vous me suivez bien, je suis désolé, ça fuse un petit peu. Mais c'est en fait très logique, chaque application est en gros compatible avec un truc dans certaines conditions. Donc on va démarrer Premiere, et on va aller chercher... Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher un tuto... Est-ce que je vais prendre... Alors je vais pas faire le rendu en entier, bien entendu. Je vais changer la taille de la fenêtre.
Hop là, tada, histoire que vous voyez la webcam. Donc voilà première, et quand je vais dans les paramètres de projet de première, on va aller dans édition, dans fichier, et puis on va aller dans réglage du projet, généralité, et on a ici, vous voyez, un projet qui est accéléré CUDA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la timeline, la lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle le playback, va être accélérée par la carte graphique. Ça veut dire qu'un flux, par exemple 4K, va pouvoir être pris en charge par la carte graphique pour être lu en temps réel. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur lecture, qui nous intéresse pas mal ici, puisqu'on va pouvoir changer la façon... Voilà, on voit que ça se lit, c'est jaune, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être rendu, ça veut dire que Premiere pense pouvoir le lire en temps réel, mais qu'il n'en est pas sûr, plus ou moins. C'est ça le truc. Pourtant, on voit que on va se mettre à 100%, c'est-à-dire le flux HD en résolution intégrale, dans le rouge, et c'est parfaitement fluide. Donc il y arrive, il lit de la HD sans problème. Alors là, malheureusement, j'ai pas de flux 4K ou de trucs filmés à la RAID super fancy, mais je vous promets que quand vous mettez en réglage de projet et que vous enlevez CUDA par exemple, et que vous avez un flux par exemple 4K, n'importe quel flux 4K, vous mettez en playback software, on va supprimer les prévisualisations, donc là ça devrait marcher aussi. Évidemment ça va être très violent parce que du coup voilà. Par contre ce que je vais faire, je vais aller chercher effet, donc là n'oubliez pas on est en software, hein. Donc on va revenir en adapté, on va balancer des corrections colorimétriques, on va mettre là-dessus sur ce flux, on va mettre, décidément je suis pas inspiré, donc une courbe RVB, bon classique, je vais aller chercher, alors je me perds un petit peu parce que hop là, voilà les options d'effet, donc voilà, j'ai ma courbe, donc on va faire une courbe, je fais un truc super laid, mais c'est histoire de dire, hop, j'ai fait une courbe, vous voyez, j'ai fait une courbe, et hop, instantanément, là ça passe en rouge, ça veut dire, Premiere ne pourra plus le lire, le processeur sera pas assez puissant pour lire la vidéo en même temps qu'il calcule la courbe. Alors on va tenter le coup, comme vous le voyez, en une image en noir et blanc. Alors, évidemment, le gros défaut, c'est que ça permet pas de... Alors, le son est bon, mais par contre, vous voyez, je vais essayer de choper un endroit où le curseur bouge, là, vous voyez, et on va se rendre compte que ça va bouger possible et inimaginable, j'ai envie de dire, et des fois le simple fait de changer de méthode vous débloque, ça vous ouvre de nouveaux horizons en quelque sorte, et ça vous permet de créer... Alors, hop, on va passer à un endroit, je suis désolé, je vais passer à un endroit où il se passe rien, j'ai quand même... Déjà vous voyez que le temps que je lâche la tête de lecture, il met du temps à réagir, il arrive pas à suivre en temps réel, là ça bouge, sauf que au moins on a le noir séparé, et on va pouvoir mettre monochrome, et vous avez vu le curseur qui bouge comme ça, qui n'est pas lu. En fait ça c'est une vidéo qui a 25 images par seconde, on n'est clairement pas 25 images par seconde. On va aller dans fichier, on va aller chercher réglage du projet, généralité, on va aller chercher CUDA, on va lui dire maintenant tu rends avec le GPU, on clique sur OK, on va supprimer les prévisualisations, boum, qu'est-ce qui se passe? Ma timeline devient jaune, ça veut dire que les effets n'ont pas été rendus à 100% dans le cache, mais apparemment sur ces couches là, voilà, il est capable de le lire en temps réel, vous avez vu le curseur qui est super fluide, et pourtant il y a une courbe. On peut même balancer, on va mettre, on va foutre plein de trucs en fait, hop, on va mettre balance des couleurs, j'ai mis, voilà, et là à partir de maintenant, tac, j'ai mis 3 effets, et maintenant ça y est, ça a sauté. Il arrivera pas, la carte graphique se suffira plus, mais vous voyez qu'il faut quand même, j'ai mis une courbe, une balance des couleurs, un limiteur vidéo, donc c'est quand même un peu violent. Si j'enlève limiteur vidéo, c'est la balance des couleurs qui le met à genoux, j'ai l'impression, alors que balance des couleurs, voilà, courbe RVB et limiteur vidéo, ça passait quoi. Donc là, plus il y aura de corps CUDA, et plus vous pourrez foutre des effets, sur des flux plus grands. Bon là, sur ma modeste 770 GTX, vous voyez qu'il y a une limite, mais vous avez surtout vu la différence par rapport au rendu software, au rendu sans calcul carte graphique. Donc Premiere est compatible CUDA, mais il est aussi compatible OpenCL. Et donc ça veut dire que vous pouvez choisir, quand vous avez une carte compatible avec les deux, vous pouvez choisir. Alors là, pour une raison que je n'explique pas, et peut-être qu'Adobe, si vous voyez cette vidéo, vous pourrez me répondre, si je mets cette carte graphique dans un Mac Pro, parce que le 770 GTX est reconnu par un Mac Pro, les anciens bien sûr, pas les nouveaux, puisqu'on peut pas changer la carte graphique, mais les anciens, parce que j'ai la chance de le tester, elle est reconnue, et sur Mac, cette même carte, celle-là, je dis pas la carte en général, je dis la mienne, que j'ai eue dans un Mac Pro, que vous voyez pas, il est là-bas parce que je dois le renvoyer, mais dans l'ancien Mac Pro, quand je redémarre Premiere, il me dit CUDA et OpenCL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une même carte graphique Nvidia, en réalité, Windows ne reconnaît que CUDA. Alors je sais pas s'il y a un petit bisbise avec le moteur, mais bon. Toujours est-il que sur OS X, une carte Nvidia peut passer aussi en OpenCL. Alors sur la GTX 770, c'est idiot,
parce qu'elle est beaucoup moins performante en OpenCL qu'elle est performante en CUDA. Donc du coup, dans un logiciel comme Premiere où on a le choix, il faut en fait choisir CUDA. Ensuite, c'est la même chose dans Media Encoder, c'est-à-dire que Media Encoder vous permet de choisir entre le logiciel qui n'a donc a priori aucun intérêt et CUDA. Et donc aussi OpenCL, si vous avez par exemple une carte AMD, il n'y aura pas CUDA, il y aura OpenCL. Du coup, vous pouvez vous poser la question, mais si dans Premiere on se sert de ça pour accélérer la lecture, à quoi ça sert quand on fait un rendu? Parce que quand on fait un rendu, a priori, c'est le processeur qui travaille. Je veux dire, quand je fais un rendu dans Adobe Media Encoder, il n'y a rien à lire, il n'y a que à encoder, il n'y a qu'à créer le fichier, donc finalement, le GPU il va faire quoi? En fait, regardez, toutes les petites icônes d'effets là que vous avez dans Premiere, c'est l'icône qui est à gauche là, celle-là, à chaque fois que vous avez une petite icône comme ça, une petite brique de Lego là, à côté du 32, donc 32 ça veut dire que ça passe en 32 bits, donc ça veut dire que c'est un calcul sans perte, et vous avez ici un petit, alors je sais pas ce que ça représente une petite icône d'effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les effets qui ont cette petite icône ici là, il sera accéléré par le GPU, au moment de la lecture, et au moment du rendu. Ça veut dire que quand je fais un rendu de cette vidéo, il y a deux trucs qui vont bosser, le CPU va calculer l'encodage avec le codec, par exemple en H264, et il y a le GPU qui va bosser pour calculer le résultat de la courbe, et le résultat du limiteur vidéo. Donc ça veut dire que dans AME, même s'il n'y a pas de playback, de timeline, pendant l'encodage, il y a le GPU qui va encoder un truc, en tout cas qui va encoder le résultat du filtre, qui va l'envoyer au CPU, qui lui va encoder la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance du GPU, elle a sa limite, c'est-à-dire qu'à un certain point, ça sert à rien d'avoir un GPU ultra méga puissant, parce qu'au final, celui qui va ralentir le truc, c'est le CPU. Si vous avez par exemple, on va prendre une 980 GTX, qui est une carte à 500 €, elle vient à peine de sortir, à 500-600 €, et que vous mettez une courbe, bah en fait la courbe elle va se calculer tellement vite que le nombre de temps à gagner, on va dire que la quantité de temps à gagner, elle est limitée en fait. C'est pas parce que vous mettez des cartes de plus en plus puissantes que ça va rendre vraiment plus vite. Il y a un moment où la courbe sera calculée, mais le processeur lui aura pas fini d'encoder la vidéo. Donc ça sert à rien de mettre des cartes surpuissantes, et d'en mettre plusieurs, parce que c'est un sujet qui va être important. Qu'est-ce qui se passe quand on en met plusieurs? Donc voilà le topo, j'espère que ça a été clair, et voilà pour les applications Adobe. En gros, Photoshop ne fait que OpenCL, After Effects ne fait que CUDA, et que dans le cas d'un lancer de rayon, Premiere et Adobe Media Encoder font OpenCL et CUDA quand c'est détecté. Alors sur Windows, les Nvidia, en tout cas la mienne, ne reconnaît que CUDA, ce qui est très bien puisque ça marche très bien, et sur OS X, les deux sont reconnus, donc vous avez le choix. Si d'ailleurs vous avez une carte, par exemple un portable, avec une Intel HD 4000, Intel HD 4600, une Iris Pro, ces cartes seront compatibles OpenCL, et assez étonnamment, l'Intel HD 4000, 4600 et l'Iris Pro ont en fait des très bons scores, comparés, on va dire, au prix et à la gamme, ont des très bons scores en OpenCL, donc ça vaut le coup de l'activer sur ces portables. Donc on peut choisir les deux, et c'est utilisé quand? Ben, c'est utilisé dans Premiere quand on lit la timeline, donc plus les flux sont gros et plus ça demande du processing, et donc plus le GPU est utile. Bon là c'est un flux HD screencasté, donc c'est pas intéressant. Par contre vous avez vu que j'ai balancé deux effets et c'est toujours lisible en temps réel, alors qu'avec un seul effet, déjà, si je désactive CUDA, c'était plus lisible en temps réel. Donc voilà comment ça marche dans Premiere. Et ensuite dans Adobe Media Encoder, qu'est-ce qui va utiliser OpenCL ou CUDA suivant la carte? Eh bien c'est en fait les effets qui sont compatibles, et pour vérifier quel effet est accéléré GPU, on a la liste ici. À chaque fois que vous avez cette petite icône, par exemple si je fais un loop, ou un miroir, ou une onde progressive, le GPU ne fera rien. Si je fais une stabilisation de déformation, donc le truc pour stabiliser les shoots, et bien là c'est le GPU qui va être sollicité. Donc tout ça c'est avec une carte graphique. Donc maintenant on va complexifier un peu le truc, puisque par exemple le nouveau Mac Pro est doté par défaut, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est doté par défaut de 2 cartes D300, 2 cartes D500 ou 2 cartes D700, ça dépend de la gamme, et en gros de la quantité de pognon que vous mettez dedans, c'est-à-dire beaucoup, parce que le nouveau Mac Pro coûte très cher. Quand vous avez 2 cartes, peu importe la gamme, oublions, on va pas se prendre la tête, mais vous avez 2 cartes. Il faut bien qu'elles bossent en parallèle. Alors vous avez dû entendre parler du Sly chez Nvidia, et du Crossfire chez AMD, ou ATI à l'époque. Alors, attention, très important, le Sly ou le Crossfire ne sont pas utilisés dans le GPU processing. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de relier les cartes avec ce qu'on appelle le bridge, qui va connecter les 2 cartes, ou 3 ou 4, puisqu'on peut en mettre plusieurs. C'est utilisé uniquement pour les jeux, pour le rendu en DirectX.
et en OpenGL. Et encore, en OpenGL, les résultats sont vraiment pas toujours très très bons, mais en tout cas en DirectX. C'est-à-dire qu'en gros, 2 cartes sont utilisées simultanément pour faire le calcul, et une seule est utilisée pour l'affichage. C'est-à-dire qu'il y en a une qui envoie les données à l'autre pour qu'elle affiche. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire une mise à l'échelle à 100%, c'est pas parce qu'il y a 2 cartes qu'un jeu va aller 2 fois plus vite. Il faut que le driver soit optimisé, bien entendu, et que le moteur du jeu soit capable de dire, ben voilà, comment je vais répartir les calculs. Alors, dans un jeu qui est bien optimisé, on arrive à une mise à l'échelle de 80-90%, c'est-à-dire de rajouter une deuxième carte, ça permet de quasiment doubler les rendements. Quasiment doubler, pas tout le temps. Ensuite, on a vu que dans les benchmarks, quand on rajoute une troisième ou une quatrième carte, donc ce qu'on appelle un three-way ou un four-way SLI chez Nvidia, ou un three-fire ou un quad-fire chez AMD, en fait, les cartes sont tellement occupées à se répartir le boulot, et la carte qui recueille l'affichage, elle est tellement occupée à recueillir le boulot, qu'en fait les performances en proportion s'effondrent. Évidemment, ça va toujours un peu plus vite quand on met 3 cartes ou 4 cartes que 2 cartes ou une carte, mais disons que ça fait une mise à l'échelle, on va dire, quand ça fait ça fait logarithmique et pas du tout exponentielle, c'est-à-dire que ça monte très vite, c'est-à-dire que 2 cartes, poum, on fait 80% de performance, et quand on met une troisième, on va gagner, allez, 20, 30, 40 suivant les cas. Pourquoi ? Ben parce qu'elles sont tellement occupées à se répartir le taf que ça va un peu moins vite. Pour prendre une métaphore, peut-être pas géniale, mais des fois il vaut mieux un gars qui fait un boulot très bien, qui est une force de la nature, qui bosse super bien, qui bosse beaucoup, parce qu'il sait qu'un projet va le tomber de A à Z sans s'arrêter et il va être très fort pour ça, que de mettre 10 personnes qui sont mal organisées. Pourquoi ? Parce que les 10 personnes mal organisées, il faut les coacher, il faut leur dire toi tu fais ça, pendant que lui fait ça, toi tu fais ça, et quand t'auras fini, t'auras fait ça. Et c'est exactement le même principe avec les cartes graphiques. Quand vous en mettez 3 ou 4, elles sont tellement occupées à se répartir le calcul des frames, que ce qui arrive à l'arrivée ce qui arrive à l'affichage, finalement, c'est pas 4 fois les performances. Les ingénieurs de Adobe, d'ailleurs, dans Premiere, ont clairement dit dès le début, pour le Mac Pro, ok, il y a 2 cartes graphiques on va revenir chez Adobe, non ? Il y a 2 cartes graphiques dans le Mac Pro, mais en réalité, quand vous bossez dans Premiere, il n'y en a qu'une qui est utilisée. Alors, je sais pas dans Final Cut et dans DaVinci, Resolve et tous ces trucs-là, parce que je les utilise pas, je connais pas tout non plus, j'ai pas cette prétention. Je crois que dans le Playback Final Cut, les 2 cartes sont utilisées quand on lit la timeline, il me semble. Par contre, dans Premiere, en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo avec CC 2014, une seule carte est utilisée pour le playback, parce que les ingénieurs d'Adobe se sont rendus compte que de faire bosser 2 cartes en même temps, pendant qu'on lisait la vidéo, ça les parasitait en fait, et au final les performances étaient moins bonnes que de dédier une carte à l'affichage. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une carte dédiée au playback, et une autre carte qui va être dédiée au calcul des effets. Quand on va faire le rendu par contre, dans Adobe Media Encoder, là ça va être cool parce qu'on va vraiment avoir un coup de fouet. Encore une fois, il faut avoir suffisamment d'effets. Si votre vidéo n'utilise pas là ces petits machins, les effets accélérés GPU, le fait d'avoir 2 cartes à D700, qui sont quand même des cartes... une D700, c'est en fait un nom différent pour une W9000. C'est-à-dire que sur PC, vous pouvez très bien acheter la même carte que le Mac Pro, ça s'appelle une AMD W9000, et ça coûte 2300 boules. C'est quand même super cher. D'ailleurs, vous vous rendez compte que le Mac Pro, quand vous mettez toutes les pièces ensemble, si vous essayez de monter la même chose sur PC, ça va vous coûter le même prix qu'un Mac Pro. Donc il est cher, mais il n'est pas surtarifé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça veut dire que ces 2 cartes, elles sont très puissantes, mais pour vraiment taper dedans dans Adobe Media Encoder, il faut balancer des courbes, il faut balancer des niveaux, il faut balancer des déformations, enfin en tout cas des stabilisations, enfin des trucs qui sont accélérés GPU. Si vous mettez juste une courbe, une malheureuse courbe sur un flux HD, c'est pas d'avoir 2 D700 ou 2 GeForce 780 GTX, enfin bref, peu importe, c'est pas le fait d'en avoir 2 ou 3 ou 4 qui va rendre ce calcul plus rapide. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce calcul il est peut-être trop simple déjà pour une seule carte, qui fait que les 2-3 autres, elles vont pas accélérer le truc encore plus. Par contre, dès que vous commencez à avoir un montage un peu lourd avec plein d'effets qui s'accumulent, donc en pile, là ça vaut le coup d'avoir plusieurs GPU, et de pouvoir du coup accélérer le rendu comme ça. Encore faut-il que les effets soient compatibles. Donc vous avez vu le slide et le crossfire, c'est ce vocabulaire, la slide crossfire, c'est pour le jeu vidéo, c'est de brancher les 2 cartes avec un pont. Donc ça peut être un two-way pour 2 voix pour le Nvidia, 3 voix, 4 voix, on peut en mettre 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'en gros votre carte mère supporte autant de lignes PCI Express. Mais ça ne sert pas pour le calcul OpenCL ou CUDA, parce que les CUDA Core ou les streams OpenCL sont en réalité accessibles via le PCI Express, c'est-à-dire les cartes n'ont pas besoin d'être reliées entre elles pour qu'on puisse accéder à leur stream ou à leur CUDA Core. C'est le driver via le PCI Express qui va les reconnaître et qui va distribuer les calculs. Donc c'est très confortable puisqu'on n'a pas du coup à les relier. Et puis voilà, en fait, on n'a pas à les relier, c'est tout, il n'y a pas besoin de bridge.
Une petite note quand même cependant, le R9, la nouvelle architecture AMD, au moment où j'enregistre cette vidéo, est une architecture qui n'a plus besoin de pont de bridge Crossfire. C'est-à-dire que le Crossfire c'est comme le SLI chez Nvidia, il faut un petit machin qui relie les deux cartes, ou les 3 ou les 4. Et avec l'architecture R9, donc 290-290X, on peut faire du Crossfire sans utiliser le pont, uniquement via le PCI Express. Donc ça veut dire que je pense à terme, peut-être qu'Nvidia va s'y mettre. Les lignes PCI Express sont devenues tellement rapides qu'on peut faire communiquer ces cartes pour le jeu, donc avec c'est-à-dire un grand nombre de frames par seconde, y compris sans mettre de pont. Mais bon, de toute façon, on s'en fout puisque ce n'est pas utilisé par Adobe. Par exemple, le dernier plugin donc de Video Copilot, d'AndrewKramer, élément V2, il spécifie bien le SLI ou le Crossfire n'a aucune utilité dans son plugin. C'est un plugin qui est uniquement OpenGL. Il vaut mieux avoir une seule carte super puissante avec beaucoup de mémoire que d'en avoir deux, puisqu'il y en a une qui servira à rien, de toute façon. Donc, est-ce que c'est intéressant, parce qu'on va résumer, est-ce que c'est intéressant d'accélérer GPU? Oui, absolument, ça on ne pose même pas la question. Que vous ayez un Intel, un chipset intégré, que vous ayez une Nvidia, que vous ayez une AMD, si vous pouvez l'activer, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, faites-le. Et surtout si vous utilisez des effets donc qui sont compatibles sur Premiere et sur Adobe Media Encoder. Si vous utilisez beaucoup le lancer de rayon, du coup ça va être uniquement CUDA. Alors du coup la question maintenant c'est plutôt AMD ou plutôt CUDA. Alors là ça dépend de votre utilisation. Si vous utilisez très souvent le moteur de rendu ray tracing d'After Effects, bah là clairement si vous avez une carte AMD il n'y aura pas CUDA. Si vous avez un Mac Pro qui coûte donc quand même très cher, c'est que du AMD sur le Mac Pro, il n'y a même pas le choix de mettre du Nvidia, et donc vous ne pouvez pas avoir CUDA, c'est même pas la peine on peut pas discuter, il n'y a aucun moyen de faire CUDA sur des cartes AMD. Donc là par exemple, ben c'est embêtant, donc il va falloir, ben du coup pas si vous êtes Mac, pas AMD du coup, donc pas le Mac Pro, et du coup ça vous donne ben en gros les MacBook Pro Retina qui sont compatibles, les iMac et encore pas le dernier puisque le dernier iMac Retina est sur carte AMD, donc du coup pas de CUDA non plus. Évidemment, si vous êtes sur PC, ben vous avez, c'est le point fort du PC, c'est que vous avez accès à une foultitude de cartes graphiques possibles et inimaginables dans toute une gamme de prix, donc là vous aurez que l'embarras du choix pour aller chez Nvidia. J'ai envie de dire à l'heure d'aujourd'hui, si on oublie donc le ray tracing CUDA qui est un cas particulier, du coup comment choisir entre CUDA et OpenCL si on est donc Nvidia ou AMD? C'est pas facile, franchement c'est quasiment du cas par cas, c'est du benchmark au cas par cas. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai envie de dire que le meilleur des choix possibles, c'est la nouvelle architecture Nvidia, les 980 et 970 GTX. Pourquoi? Parce que 1, elle consomme pas beaucoup. À performance équivalente, elle consomme beaucoup moins qu'une, par exemple, une 780 Ti. Et surtout, Nvidia a refait son retard sur OpenCL. Ça veut dire que si vous prenez une 970 GTX, vous avez les mêmes performances en OpenCL qu'une R9 290X, et vous avez de très bonnes performances en CUDA. Ça veut dire en gros vous avez le choix du roi, quoi. Et c'est jusqu'à il y a eu un mois, avant d'enregistrer cette vidéo, jusqu'à il y a un mois, je vous aurais pas dit la même chose. Je vous aurais dit, si vous voulez CUDA, prenez une 780 Ti, parce que bon, c'est pas méga donné, mais c'est quand même pas très cher pour les performances. Si vous voulez du OpenCL, prenez une R9 290. Et il y avait un vrai combat. Là, maintenant, aujourd'hui, je vois pas d'intérêt de prendre autre chose qu'une Nvidia, puisque du coup Nvidia a fait du CUDA, puisque les autres le font pas, et en plus maintenant elle fait aussi bien que AMD pour faire du OpenCL. Alors c'est un peu emmerdant pour AMD, tant qu'AMD aura pas mis à jour aura pas sorti une nouvelle architecture, parce que Hawaii c'est le R9, mais le R8 c'est en réalité une architecture ancienne, qui a simplement été rebrandée. Donc en réalité la majorité de la gamme AMD actuelle est une gamme qui est quand même relativement vieille. Le R9 a déjà 1 an, et le R8 est en réalité ce qui était déjà avant, donc c'est un peu plus de 2 ans, donc ça commence à être un peu ancien. Et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce qui concerne une nouvelle architecture, et donc on sait pas trop pour l'instant. Donc là, si vous voulez faire une machine aujourd'hui, prenez une Nvidia 970-980. Si vous regardez cette vidéo en 2016, forcément ce que je suis en train de dire est complètement débile, puisque tout cela aura évolué, j'imagine aussi les applications, donc c'est vraiment assez contextuel par rapport à ce genre de choix entre les deux bibliothèques, quoi. Ensuite, entre PC et Mac, j'ai fait des benchmarks, et j'ai la chance d'avoir monté sur cette machine Hackintosh, c'est-à-dire que je peux booter sur Yosemite, Yosemite comme ils disent, donc OS 10.10, je peux booter sur Windows 7. J'ai en rendu première exactement les mêmes performances. Donc il n'y a pas une implémentation qui est moins bonne que l'autre. On peut pas dire que CUDA sur Mac marche moins bien que CUDA sur Windows. On peut pas dire que OpenCL sur Mac est moins bon que OpenCL sur Windows. C'est exactement la même chose. J'ai pris des rendus de tutos,
et des rendus tuto sur lesquels je me filme, et où il y a un effet de colorimétrie par-dessus, donc un truc shooté avec le 6D, ce qui fait que du coup la carte graphique a vraiment du boulot pendant que je fais un rendu avec Premiere. Et alors je l'ai pas sous la main la scène, mais c'est en gros une scène de 25 minutes, avec donc un flux HD et un flux HD caméra, les deux superposés, et les deux mettent 8 minutes à rendre. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et 8 minutes sur Mac, 8 minutes sur PC. Et j'ai fait un calcul intéressant, cette même scène, donc c'est rendu, je vais vous donner les infos, c'est un hexacore avec 32 Go de RAM, un hexacore cadencé à 3.2 qui s'overclock à 4 en turbo, donc c'est le i3930K, 32 Go de RAM, voilà. Et j'ai fait un test intéressant, cette même scène, avec la même carte graphique sur un Mac Pro 12 core, donc pas le nouveau, l'ancien, donc c'est quand même un Mac Pro qui a un score Geekbench assez impressionnant, ça fait 27 000 à peu près, c'est-à-dire en gros le score Geekbench du Mac Pro 8 coeurs actuel. Donc ça reste une machine qui est quand même à 4000 €. Donc ça reste quand même le 12 core ancienne génération qui est sorti en 2009, c'est quand même encore une très très bonne machine. Et ceux qui ont investi à l'époque cet argent, ben ils peuvent encore s'en servir aujourd'hui pendant 2 ou 3 ans. Donc lisser sur le temps, c'est un bon investissement. Ma 770 GTX sur cette machine 12 coeurs, on arrive là aussi à 8 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations qui sont incompressibles, puisque finalement le 12 coeurs fait le même score, enfin en tout cas fait le même rendu que mon 6 coeurs. Ça veut dire que dans l'Adobe Media Encoder, il y a un moment où la carte graphique en CUDA va pas plus vite que sur Windows et avec un 6 coeurs. Et un peu plus grave, et c'est peut-être un petit reproche à Adobe, ça veut dire qu'en fait il tire pas complètement vraiment parti, bien sûr il tire parti de tous les cœurs, mais pas autant à mon avis que ce serait possible de le faire, parce que avoir le même score, avoir le même temps de rendu pour une même scène entre un 6 coeurs et un 12 coeurs, comme je vous l'ai dit, il y a un moment où quand le GPU a fini de calculer, c'est le CPU qui fait la différence, et donc dans le cas de mon Mac Pro 12 coeurs, finalement, il a pas fait la différence, on est resté à 8 minutes. Par contre, j'ai un score hyper intéressant, enfin un truc hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe, et sur ce Mac Pro 12 coeurs, qui est quand même un CPU, donc un bon monstre de puissance, largement plus que mon petit hexacore, qu'est-ce qui se passe si je fais cette même scène et que je désactive CUDA, je laisse tout Mercury en mode logiciel? Eh ben, le temps de rendu est de 30 minutes, c'est-à-dire que si je laisse un flux HD avec un effet de courbe dessus, par-dessus un truc screencasté, ce Mac Pro à 12 coeurs, il a beau être quasiment 2 fois plus puissant que mon hexacore, en réalité, le fait de demander au CPU de calculer donc ce filtre, cet effet là de courbe RGB, ça le ralentit mais énormément. Donc c'est voilà, je peux pas vous illustrer mieux que ça l'intérêt d'accélérer vos effets Premiere avec CUDA ou OpenCL, et donc d'avoir une bonne carte graphique. Voilà, un monstre de puissance à 12 cores, il se fait bien ralentir par ce genre d'effet, alors que quand on met un GPU et qu'on active CUDA, c'est une carte graphique voilà qui a 250 €, 270 € maintenant, ça fait vraiment accélérer le rendu. Donc voilà pour ce petit topo sur l'accélération GPU, j'espère que j'ai été clair, je suis désolé, c'est quand même très geek et très technique et potentiellement très chiant, mais si vous avez regardé cette vidéo, c'est qu'a priori vous bossez avec ce genre d'outils, que donc vous avez besoin d'avoir des questions. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit depuis le début pour faire le résumé, vous revenez en arrière, je peux pas vous... c'est le principe de la vidéo, hein, c'est tout l'intérêt de la chose. Comme vous l'avez vu, il y a des cas de figure différents, je prétends pas que tout soit méga exact, mais j'ai quand même essayé de me documenter, j'ai fait plein de tests, j'ai testé donc Nvidia, j'ai testé la R9, j'ai testé sur l'hexacore, j'ai testé en bootant sur Mac avec le Macintosh, j'ai testé avec un vrai Mac Pro, c'est-à-dire pas un Macintosh 12 core, j'ai fait des tests. Donc tout ça c'est des trucs qui sont quand même real life comme on dit, c'est-à-dire des trucs en pratique, en vrai, pour de la prod, donc pour mes tutos. Et donc les conclusions que j'ai, c'est que c'est vraiment intéressant, ça a vraiment une vraie incidence sur les performances. Et clairement pour monter une station, pour faire de l'infographie, alors si vous faites que du Photoshop, on l'a vu, c'est pas, il y a juste une paire de filtres qui sont intéressants, mais si vous bossez dans Premiere, vraiment ça vaut le coup de lâcher peut-être un petit peu d'argent dans une carte graphique. Il n'y a pas nécessité d'avoir du AMD W9000, d'avoir du Quadro, de ces trucs là, ça sert à rien, ce qui compte c'est le nombre de streams ou le nombre de coups d'accord. C'est ça qui est important en fait. Et j'ai envie de dire aujourd'hui à 300 €, 200-300 €, on met déjà un méchant coup de fouet. Donc si vous avez un i5 ou un i7 avec un chipset intégré Intel HD 4000 et que vous n'avez pas de carte graphique dédiée, franchement, si vous faites de la vidéo sur Premiere, et puis bon, c'est pareil du coup sur... je sais que Sony Vegas est accéléré OpenCL, il me semble que, je vais pas dire de conneries, mais Avid est accéléré aussi en GPU. Donc voilà, si vous faites de la vidéo, ça vaut vraiment le coup
d'upgrader pour une carte graphique, et si possible assez puissante. Si vous voulez faire du ray tracing After Effects, ça vaut le coup d'être plutôt chez AMD puisqu'il y a CUDA. Et après il y a d'autres applications plus spécifiques comme Nuke par exemple pour le compositing qui est plutôt centré sur CUDA qu'OpenCL, donc là aussi c'est plutôt avantage Nvidia. Donc aujourd'hui, en fin octobre 2014, l'avantage est un peu du côté de Nvidia, puisque Nvidia est capable de faire les deux, et parce qu'en plus maintenant avec la dernière génération, ils ont remis la barre très haut en termes d'OpenCL, ce qui fait qu'ils savent tout faire et ils savent tout bien faire. Contrairement à AMD qui de toute façon va réagir très bientôt, donc ce sera intéressant de voir l'incidence. En tout cas voilà, si vous avez besoin de CUDA, du coup n'oubliez pas que c'est intégralement Nvidia, donc le nouveau Mac Pro par exemple exit, et donc faites gaffe quand vous achetez un portable par exemple, s'il n'y a pas de carte graphique dédiée Nvidia, s'il y a par exemple une Intel AMD HD 4000 ou 4600 ou Iris Pro, et ben du coup vous n'aurez pas CUDA non plus sur votre portable. Et donc ce sera pas accéléré. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire là-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce plus si vous avez aimé cette vidéo, ça aide pas mal. N'hésitez pas à vous abonner au Carnet du Geek pour voir les autres vidéos. Donc il y a une playlist, Carnet du Geek là sur YouTube. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne, et en plus vous abonner à la chaîne, il y a des playlists qui sont en train d'arriver là en ce moment. Notamment une playlist sur Photoshop CC, une playlist sur Lightroom où je publie une fois par semaine des tutos gratos, puisque vous savez que ça fait partie de mon job quand même. Et vous pouvez retrouver tous mes tutos comme d'habitude sur tuto.com en tapant, vous tapez mon nom tout attaché, Julien Ponce, et vous allez tomber sur mon profil avec tous mes tutos, tous ceux classés par... on peut classer par logiciel, par récent, par note, enfin bref, on peut classer par plein de trucs. Et il y a tout un paquet de tutos gratos aussi à aller choper sur tuto.com, donc voilà, les deux trucs à faire. Vous vous abonnez à ma channel, ça prend un clic et du coup vous recevrez automatiquement une nouvelle vidéo, et vous pouvez aller vous inscrire si c'est pas déjà fait sur tuto.com pour choper mes tutos gratuits sur les logiciels Adobe. Et n'oubliez pas de checker ma page officielle Facebook Julien Ponce UK, facebook.com/Julien Ponce UK. Vous trouverez sur cette page, qui déconne un petit peu là avec dans le navigateur, vous trouverez de l'info sur la photographie, l'infographie, les jeux vidéo, la musique, évidemment les tutos, puisque je publie des fois des coupons, on fait des petits jeux concours. On est un peu plus de 5400 maintenant, donc il y a quand même pas mal de monde. Ça participe bien, il y a plutôt une bonne ambiance, et en plus c'est hyper facile de me joindre puisque vous pouvez utiliser la messagerie de Facebook pour me poser des questions et envoyer aussi vos pièces jointes si vous voulez me montrer des photos, des trucs que vous avez retouchés, et me poser des questions avec la photo qui va avec. En général ça m'aide pas mal, et je parle aussi de bidouilles, de trucs de geek, de matos, de Hackintosh, de tests, de benchmark, enfin bref, c'est un peu le royaume du geek et du royaume du geek infographie. Voilà, donc si tout ça vous branche, n'hésitez pas à liker la page, et là aussi vous serez du coup au courant des nouveaux posts et des nouveaux statuts. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, c'est très spécifique ce carnet du geek, donc ça plaira clairement pas à tout le monde, mais on m'a posé tellement de questions que je me suis dit faut vraiment que j'explique ce truc, parce que je réponds à chaque fois indépendamment, et je préférais faire juste une vidéo comme ça tout le monde est au courant, vous pouvez la regarder plusieurs fois, et j'essaierai de la mettre à jour quand les applications seront elles aussi mises à jour, et quand il y aura des nouvelles gammes de cartes graphiques et que j'aurai refait des tests. Donc j'essaierai de vous tenir un petit peu informé sur l'évolution de tout ça, comment ça se passe OpenCL et CUDA dans le cadre d'une utilisation en infographie et en vidéo. J'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut!